Internet est un outil magnifique. Regardez ce que j'ai trouvé. Des gens qui ont fabriqué un faux volcan de 20 mètres de haut. Ça envoie du pâté quand même, non? Mais ce que je préfère, c'est vraiment le commentaire qui tue. C'est trop ouf ce que vous avez fait, mais une question me taraude. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on le pouvait. Mais c'est nul! Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, bienvenue dans mon atelier rangé. Mais trêve d'introduction, je suis là pour vous parler des plus gros projets amateurs que je connaisse. Et vous allez voir qu'il existe des bricoleurs qui n'ont rien à envier aux professionnels. Numéro 7, les télescopes amateurs. L'astronomie amateur est un domaine assez connu, mais savez-vous qu'il existe des astronomes amateurs qui fabriquent eux-mêmes leurs télescopes? Petit cours de rattrapage avant de continuer. Les astronomes amateurs utilisent généralement des télescopes dits de Dobson. Parce qu'il existe plusieurs sortes de télescopes. Bon là je vais pas tout vous décrire, juste le modèle dobsonien. Bon, en fait un Dobson est un télescope de Newton sur une monture azimutale. Ok, on va oublier ça. Je vais vous faire un schéma. Le principe de base est simple. La lumière est réfléchie par le miroir primaire, puis le miroir secondaire, pour ensuite arriver dans l'œil de l'observateur via l'oculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va observer le lointain, plus il faut que le télescope soit gros. C'est la taille du miroir primaire qui compte. Question de luminosité. Les objets célestes lointains sont peu lumineux. Ainsi, il faut augmenter la taille du miroir pour recevoir plus de photons. Un astronome amateur peut s'estimer heureux s'il a un télescope de 200 ou 300 mm de diamètre. Mais certains en fabriquent jusqu'à 1 mètre de diamètre. Et c'est gros. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est très très gros. Non, mais je la ferai pas. Hein. Mais il existe encore plus gros. Le plus gros télescope amateur actuel, avec un miroir de 1800 mm de diamètre. Là, on atteint carrément la taille de certains petits observatoires scientifiques. Le problème reste le transport, parce que l'engin est pas loin de tutoyer la tonne. Rien que le miroir pèse 400 kg. Numéro 6, Jingery Books. Ouais, je sais, c'est pas super impressionnant. C'est un mec qui fond de l'aluminium. Il moule des éléments. Oh putain! Je suppose que vous ne connaissez pas tous l'art de travailler l'acier. Mais ce mec fabrique des machines-outils. De A à Z. Il commence par fondre de l'alu pour faire les parties d'un tour en métaux. Avec le tour, il fabrique une rectifieuse, avec cette rectifieuse, une fraiseuse, etc., etc. Celui qui a fait tout ça s'appelle David Jingery. Et il a même écrit des bouquins pour expliquer comment faire. L'esprit du partage, les amis. Il me reste plus qu'à faire chauffer la fonderie. Numéro 5, un gros bateau. Rien ne vaut un Américain qui fabrique un truc dans son jardin. Et en plus ça rime. Ce top doit en comporter au moins un, parce que pour ceux qui aiment fabriquer des trucs démesurés, les Américains sont quand même assez forts pour ça. Doug, un bonhomme qui a déjà fabriqué 2 sous-marins et qui fabrique un bateau de 22 mètres de long dans son jardin. Bateau à voile dont la coque est en acier. Ce sont des plaques soudées entre elles, puis cintrées pour former le profil de la coque du bateau. Doug fait partie de cette catégorie de bricoleurs qui passent tout son temps, tout son argent, sa vie à fabriquer l'objet de ses fantasmes. Des années à étudier, tester, construire l'ombre de son œuvre inachevée, planant perpétuellement sur son foyer. C'est beau. Numéro 4, des avions. Est-ce que vous serez capable de monter dans un avion que vous avez fabriqué vous-même? On trouve en France et ailleurs des passionnés qui fabriquent leur propre avion. C'est des petits avions, 1 ou 2 places, mais bon, c'est déjà pas mal. On peut fabriquer son avion de 2 manières. Soit on fait tout, on part des plans qu'on peut trouver ici et là, soit on achète un kit. Un avion en kit, ouais. Dans tous les cas, ce sont des modèles d'avions éprouvés. En effet, afin d'avoir la garantie de ne pas finir planté dans un champ au premier vol, les amateurs utilisent des plans de référence et se permettent des menus modifications au fil du temps. Ainsi, il existe des plans qui datent des années 50, et ça marche très bien, donc on change pas.
Les avions les plus basiques ont une structure en bois recouverte de tôle d'acier. C'est simple, mais efficace. Au cas où vous envisageriez de vous lancer dans la construction d'un avion, sachez qu'il faut prévoir un petit peu de temps. Entre 4 et 5 000 heures de boulot. Je crois que je vais plutôt commencer par faire un avion téléguidé. On va commencer doucement. Et numéro 3, des satellites. Là, ça rigole plus, on arrive sur les marches du podium. Les AMSAT sont des satellites amateurs en orbite LEO. LEO pour Low Earth Orbit, environ 200 km du sol. À titre de comparaison, on trouve des satellites jusqu'à 35 000 km du sol. Et l'ISS, la station internationale, se trouve à 350 km du sol. Les AMSAT sont de la catégorie des nanosatellites, c'est-à-dire inférieurs à 10 kg. Déjà, le premier truc qui m'a scotché quand j'ai découvert ces satellites, c'est que le premier AMSAT a été envoyé en 1961. Donc, 4 ans après Spoutnik, on avait déjà un satellite amateur. C'est quand même pas mal, quoi. Ensuite, le deuxième truc qui m'a étonné, c'est leur nombre. On trouve des sites qui donnent l'orbite des satellites encore en fonctionnement. Et c'est pas 2 ou 3 satellites qui ont été lancés, mais des dizaines. Un lancement récent en a envoyé 30 d'un coup. Bon, je vous rassure, ils sont pas tous fabriqués par des amateurs. Parmi les AMSAT, on trouve les CubeSat. Ce sont des satellites cubiques de 10 cm de côté. On peut fixer plusieurs cubes entre eux pour faire un plus gros satellite. Et ce qui est bien, c'est qu'il existe un programme de lancement pour mettre en orbite les CubeSat depuis la station internationale. Alors pour faire un CubeSat, ça coûte entre 5 000 et 300 000 $. Et ensuite, pour l'envoyer dans l'espace, ça va coûter environ 30 000 $. Ouais, c'est quand même assez cher. Du coup, les AMSAT sont surtout le fruit de collaborations construites par des regroupements d'amateurs ou par des universités. Les satellites embarquent des caméras, des instruments de mesure ou encore des transpondeurs. Un transpondeur est un appareil qui sert à relayer les ondes radio, ce qui est utile pour les radioamateurs. En effet, il est possible de se connecter directement sur les AMSAT. On a alors la possibilité de pouvoir communiquer sur des distances lointaines en franchissant la courbure du globe. Ou utiliser Skype, mais bon, ça serait moins rigolo. Le hic, c'est qu'il faut avoir une licence de radioamateur et le matériel adéquat pour pouvoir tutoyer ces engins spatiaux. Numéro 2, Open Source Écologie. Open Source Écologie est un projet assez ambitieux, on va dire. L'idée est de fabriquer un ensemble de machines, 50 au total, pour construire un village entier et y vivre. Ils appellent ça le Global Village Construction 7, et il servirait pour produire et construire tout ce qui est nécessaire pour, je cite, avoir une vie moderne. Si c'est pas de l'ambition, ça, je sais pas ce que c'est. Cette petite communauté se trouve aux États-Unis. Elle a déjà déménagé 3 fois pour s'installer dans suffisamment d'espace. Et cette info ne sert strictement à rien. Le fameux kit est entièrement open source, c'est-à-dire qu'on trouve les plans sur le net. On peut donc fabriquer un kit, l'améliorer, mais aussi fabriquer un kit à partir d'un kit. C'est donc auto-reproductible, bordel. L'idée est de créer une économie plus localisée, basée sur les ressources qu'on peut trouver sur place. On pratique le recyclage, la conception, la réparation de tous les objets du village. En parcourant le wiki d'Open Source Écologie, on trouve même l'idée d'extraire du minerai de fer pour le fondre. On peut dire qu'ils pensent pas les choses à moitié. Pour l'instant, ils n'ont fabriqué que quelques machines, dont ce tracteur. Oui, c'est un tracteur. Et la moto de Batman. Mais à quoi ça sert ? Ah non, c'est un motoculteur. Désolé. Ce projet n'aura jamais de fin. C'est ça qui est bon. Numéro 1, Copenhagen suborbital. On arrive enfin à la première place, le summum de la réalisation de taré, la quintessence du do-it-yourself. Enjoy. Non, je déconne, allez, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Non, ce n'est pas un banal club de fusée qui aurait investi dans un modèle plus gros que les autres. Si je vous montre ça. Ou bien ça. Vous voyez où je veux en venir ? Un homme dans une fusée qui va dans l'espace et qui revient. C'est tellement beau, c'est tellement taré, ça me plaît, bordel. Putain, c'est limite physique, quoi. Ça me plaît, ça... C'est là que... J'ai perdu tous mes moyens. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je lis peut-être trop de science-fiction. Vous connaissez le cycle de la culture ? Parlons technique. À partir de ce moment de votre vie, vous allez connaître que le monde se divise en deux. D'un côté, les moteurs à ergol liquide, avec réservoir sous pression. De l'autre, les moteurs à ergol liquide, avec turbopompe. Parfois, la vie se résume à un choix duel simple. Foutrement difficile. Car oui, on peut parler de vie, quand on sait que quelqu'un autre qu'un mannequin en mousse va monter dans la fusée.
Bon, je dramatise un peu, ils en sont pas encore à lancer un bonhomme, plus à faire des essais. Et puis, je vais vous faire un schéma, j'aime bien les schémas. Un moteur de fusée à ergol liquide fonctionne avec un mélange carburant-comburant qui arrive dans des proportions précises dans la chambre de combustion. Avant de passer le col de la tuyère, le gaz est à une vitesse subsonique. Quand il franchit le col, le gaz s'échappe à une vitesse supersonique. Effet Venturi. L'idée est donc d'envoyer le mélange avec suffisamment de pression et de débit pour créer une poussée de plusieurs tonnes. Pour info, le moteur Vulcain de la fusée Ariane envoie du 600 litres à la seconde. Les moteurs qu'ils ont déjà mis au point sont déjà pas mal, le TM65 par exemple a une poussée de 4,5 tonnes. Je vous laisse profiter des images. Comme on peut le voir sur cette image, il n'y a pas de turbopompe sur le moteur, mais les cuves au-dessus sont mises sous pression. Les cuves sous pression assurent un débit suffisant pour alimenter le moteur. Mais cette solution ne va pas sans problème. Une cuve sous pression signifie une cuve beaucoup plus chère à fabriquer et surtout beaucoup plus lourde, puisqu'elle doit résister à la pression. Or, plus on rajoute de poids dans la fusée, plus il faut consommer de carburant pour augmenter la poussée pour soulever ce poids. Donc, il faudrait une cuve encore plus grosse. Or, elle est encore plus lourde, donc une poussée supplémentaire, donc une cuve encore plus grosse. Le nerf de la guerre est le rapport poids-puissance. C'est pour ça que toutes les fusées qui vont dans l'espace sont équipées de turbopompes. La turbopompe se trouve entre la cuve et le moteur. On en trouve deux qui vont mettre sous pression les ergols. Une qui va mettre sous pression le carburant, ici de l'alcool éthylique, l'autre qui va mettre sous pression l'oxygène liquide, dit LOX. La turbopompe ne fonctionne pas comme une pompe normale avec un moteur électrique, mais avec un générateur de gaz. C'est une turbine qui va consommer une petite partie des ergols et faire tourner la pompe très vite. Celle du moteur Vulcain tourne à 33 000 tours minute, elle fournit une énergie de 14 MW, c'est-à-dire environ 19 000 chevaux. Ça dépote quoi. Imaginez même pour un petit moteur qui fournit que 10 tonnes de poussée les contraintes techniques pour fabriquer un tel engin. Parce que la moindre couille se solde par ça. Il y a moins de 10 entreprises au monde qui sont capables de fabriquer des turbopompes. C'est impossible. Je vois pas comment ils pourraient fabriquer un tel truc. C'est juste pas possible. Ok, j'ai rien dit. Bon, c'est pas prêt d'être monté sur une fusée, hein. Mais j'ai rien dit. C'est déjà fini ? Ouais, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez plus de renseignements sur les différents projets, n'hésitez plus, les liens sont dans la description. Si vous avez aimé, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un petit pouce vert, et si vous voulez être tenu au courant de l'actualité de la chaîne, Twitter et Facebook sont là pour ça. Allez, continuez à bidouiller des trucs, fabriquez vos rêves, on se revoit bientôt, salut.